Magritte a peint une pipe, puis a refusé qu'on y voie une pipe. Dans un centre de contrôle, une IA peut écrire une procédure impeccable tout en ne prouvant rien sur la machine, le dossier médical ou la décision qu'elle prétend décrire. C'est là que commence le procès. Épisode Méthode formelle, l'IA au tribunal de la preuve. Chapitre 1 La pipe qui parle. Une phrase peut sembler sûre. Elle ne l'est pas encore. En 1929, René Magritte peint une pipe brune, nette, presque familière, sur une toile de 81 cm de large. Sous l'image, il écrit « Ceci n'est pas une pipe ». 97 ans plus tard, le décalage devient brutal lorsqu'un agent conversationnel formule une recommandation de traitement, résume une règle de conformité ou transmet une instruction à un système autonome. L'écran offre une réponse fluide, avec les bons termes et parfois des citations. Pourtant, le texte ne décrit ni le patient ni l'état réel de l'équipement et il ne vaut pas davantage comme règlement. C'est une représentation fabriquée qui attend une interprétation et une action. Le papier publié en juillet 2026 sur Archive par Jade Alglave et Patrick Couzeau pose ce point avec une précision inhabituelle. La sortie d'une IA est une représentation technique conçue, pas le fait du monde qu'elle énonce. L'idée forte tient dans ce déplacement. La qualité linguistique n'est pas une propriété de sécurité. Elle peut même devenir un piège cognitif, car une réponse bien écrite réduit la vigilance de celui qui la lit. Dans une salle d'opération, la phrase persuasive est parfois plus dangereuse que la phrase maladroite. Elle invite à agir avant d'avoir vérifié ce qu'elle représente. Les évaluations usuelles mesurent surtout des comportements observables. Répondre à une question, résoudre un exercice, suivre une instruction, éviter une formulation interdite. Utiles, elles ne regardent pourtant que la surface et ne garantissent ni la validité de la source ni son actualité. Les droits d'accès dont l'agent disposait au moment d'agir restent inconnus. Pour un directeur des systèmes d'information, le sujet n'est donc pas de choisir entre une IA bonne et une IA mauvaise. Il s'agit de savoir quel engagement est attaché à chaque sortie. Une synthèse destinée à accélérer une recherche interne tolère une incertitude explicite. Une recommandation qui déclenche un paiement, modifie un dossier client ou pilote un équipement change de régime. Elle doit être reliée à des preuves, à des droits et à un contexte daté. Le grand écart n'oppose pas la créativité à la bureaucratie. Il oppose une phrase qui paraît correcte à une décision dont on peut établir les conditions de validité. Si l'interface parle comme un expert, comment empêcher l'organisation de lui prêter une autorité qu'elle n'a pas démontrée ? Chapitre 2 Ce que la machine affirme vraiment. La réponse n'est pas le monde. C'est une carte dont il faut connaître l'échelle. Les méthodes formelles ne demandent pas à l'IA d'être moins éloquente. Elles demandent qu'on sépare l'énoncé de ce qui l'autorise. Patrick Couzeau est l'un des créateurs de l'interprétation abstraite, une famille de méthodes qui remplace un univers trop vaste pour être exploré par une représentation plus simple mais contrôlée. L'enjeu n'est pas de recopier le réel dans une équation, il est de déclarer ce que l'équation conserve et ce qu'elle oublie. Prenons un agent chargé de valider une remise commerciale. Il affirme qu'un client est éligible. Cette phrase peut être vue comme une étiquette collée sur un dossier. Pour la rendre exploitable, la décision doit être reliée aux règles tarifaires. On vérifie alors le contrat et les données consultées avant d'authentifier le droit accordé à l'agent. Une réponse devient alors un objet auditable, pas une intuition mise en prose. Le cadre présenté par Alglave et Couzeau modélise ainsi les sorties comme des abstractions sémantiques. Le mot semble théorique, mais le geste est concret. Avant de demander si le système a raison, on demande ce que son énoncé signifie, dans quel périmètre, avec quelles hypothèses et pour quelle action autorisée. Cette discipline change la répartition des coûts. Aujourd'hui, l'éditeur peut vendre une démonstration, une conversation convaincante suffit souvent à ouvrir un pilote. Demain, dans les processus sensibles, la charge se déplace vers une infrastructure qui relie les données aux décisions, conserve les versions et borne les accès. L'acheteur ne paie plus seulement des jetons de calcul, il finance le contexte qui rend la réponse défendable. C'est aussi une pression concurrentielle par compression de l'aval. Les entreprises qui possèdent déjà les données certifiées, les règles métiers et la relation avec les équipes opérationnelles peuvent intégrer un modèle dans un processus existant. Un fournisseur de modèles isolés apporte une capacité de génération, mais il laisse au client le coup de prouver que cette capacité peut agir sans dépasser son mandat. Il ne faut pas confondre ce cadre avec un bouton de certification. Le papier est un jalon théorique publié sur Archive et non un produit prêt à installer. Sa force est de rendre visible une dette souvent cachée par les démonstrations. Toute autonomie sérieuse exige une chaîne de signification, de la source jusqu'à l'acte. Dans une banque, cela veut dire qu'un assistant peut suggérer une remise,
mais que le passage à l'exécution exige une règle versionnée, un seuil financier et une délégation identifiée. Le modèle peut composer la phrase, l'organisation doit signer la possibilité de la transformer en acte. Cette séparation évite un faux partage des responsabilités, où le métier suppose que l'éditeur garantit le contexte et où l'éditeur suppose que le métier l'a fourni. L'architecture compte autant que le modèle. Une même interface peut appeler un référentiel de contrat, un moteur de règles et un registre d'habilitation. Si ces composants ne partagent ni identifiant ni version, la traçabilité s'arrête au moment même où l'on en a besoin. Il faut pouvoir rejouer la question avec le dossier tel qu'il était, plutôt qu'avec celui qui a été corrigé depuis. Cette exigence transforme le pilote en programme d'intégration avec ses propriétaires de données et ses arbitrages de sécurité. C'est aussi ce qui distingue une démonstration qui convainc dans une salle de réunion d'un service qui survit à un contrôle, à un incident ou à un changement de personnel. Qui paiera cette chaîne et qui possédera les preuves qu'elle produit ? Chapitre 3. 3 vérités, un seul écran. Le même texte peut sembler exact et rester inutilisable. Le cadre distingue 3 couches que les systèmes conversationnels ont tendance à aplatir. D'un côté, le consensus d'experts, de l'autre, ce que les sources de référence disent effectivement. Entre les deux, ou plutôt au point d'exécution, reste ce que le système peut matériellement mobiliser lorsqu'il répond. Selon la version expérimentale en HTML du papier d'Alglav et Couzeau sur Archive, cette séparation est centrale pour interpréter une sortie plutôt que pour la noter à l'oreille. Imaginez une IA de conformité qui affirme qu'une opération est permise. Une doctrine juridique peut soutenir cette conclusion. Le texte réglementaire applicable peut, lui, exiger une condition supplémentaire. Et la base documentaire branchée au système peut ne contenir qu'une version ancienne de cette règle. À l'écran, une seule phrase. Dans le fonctionnement réel, 3 niveaux qui peuvent diverger. C'est pourquoi la récupération de documents ne suffit pas à créer une preuve. Elle montre qu'un texte a été retrouvé, pas que ce texte fait autorité, qu'il est à jour ou qu'il correspond au dossier traité. De même, une citation bien formatée ne prouve pas qu'un modèle a suivi la restriction inscrite dans la source. L'auditeur doit pouvoir examiner le chemin. Quelle version, quel périmètre, quelle permission, quel moment ? Cette distinction touche directement la responsabilité. Lorsqu'un humain signe après examen, l'organisation peut situer son jugement et ses pièces. Lorsqu'un agent enchaîne recherche, interprétation et action, la fluidité masque les passages de relais. Le risque n'est pas seulement l'erreur factuelle, c'est l'impossibilité de montrer après coup pourquoi l'action était recevable avec les ressources réellement disponibles. Pour un déploiement, le bon tableau de bord ne demande donc pas uniquement un taux de bonne réponse. Il associe chaque action à une source identifiable, à une date de validité et à une habilitation. Le modèle peut rester probabiliste, le périmètre d'action, lui, doit devenir déterministe. Une IA qui rédige un brouillon peut vivre dans l'ambiguïté. Une IA qui engage l'entreprise doit rencontrer une frontière nette. Cette frontière doit aussi survivre aux exceptions. Un responsable commercial absent, un contrat modifié dans la journée ou une donnée corrigée après coup ne sont pas des détails. Ce sont les moments où un agent peut dépasser le cadre qu'on croyait lui avoir donné. La bonne piste d'audit ne sert pas seulement à attribuer une faute. Elle permet de suspendre une automatisation, de corriger la règle et de savoir quels dossiers ont été touchés. On peut alors concevoir l'autonomie par palier. Au premier niveau, l'outil prépare une réponse que l'humain vérifie. Au niveau suivant, il propose un acte dans un périmètre documenté, puis attend une approbation. Plus loin, il agit seul sur des cas répétitifs, mais seulement si la source, la date et l'habilitation concordent. Ce n'est pas une prudence administrative, c'est une façon de concentrer le contrôle là où le coût d'une erreur devient irréversible. La contrainte peut sembler ralentir les équipes. Elle sépare 2 marchés qui se confondent encore. L'assistance de langage, où l'on vérifie après usage, et l'autonomie opérationnelle, où l'on doit contrôler avant l'acte. À quel moment votre interface cesse-t-elle d'être une plume et devient-elle une main sur le levier ? Chapitre 4. Le prix du droit d'agir. L'agilité ne disparaît pas. Elle change de frontière. Le papier recense 6 modes de défaillance structurelle, parmi lesquels l'extrapolation, la source périmée et l'usage non supporté. Selon Alglav et Couzeau dans leur prépublication Archive de juillet 2026, ces défauts ne sont pas réductibles à une simple mauvaise réponse. Ils décrivent une rupture entre ce que le système dit, ce qui justifie se dire, et ce qu'il peut légitimement faire. Plutôt que de réciter ces catégories, un décideur peut les lire comme un thermomètre de confiance. L'extrapolation révèle un système qui généralise au-delà du cas couvert par ses sources.
Une règle peut aussi avoir expiré entre sa publication et son emploi. Le mandat pose enfin une autre limite, l'outil avait-il le droit technique et organisationnel de produire ou d'exécuter cette recommandation? Les autres défaillances du cadre prolongent la même interrogation, où l'interprétation perd-elle son appui? Cette grille ne condamne pas l'IA générative, elle impose de dimensionner l'autonomie à la preuve disponible. Dans un atelier, on ne donne pas la même clé à un visiteur et au responsable de maintenance. L'outil peut être identique, l'accès, le contrôle et la conséquence ne le sont pas. Le coût de la rigueur apparaît alors clairement. Les sources doivent être cataloguées avec leur version, tandis que les accès laissent une trace. Le périmètre des actes autorisés appelle une revue dès que le système sort de son domaine. Ces investissements sont moins spectaculaires qu'une démonstration, mais ils créent un actif défendable, la capacité de refaire le chemin d'une décision. Ce coût modifie aussi la négociation entre acheteurs et fournisseurs. Si le prestataire facture l'usage du modèle, mais que le client finance l'inventaire des sources, les habilitations et les essais de reprise, la marge la plus défendable ne réside plus forcément dans la génération. Elle se fixe dans la couche qui orchestre les règles et qui rend le changement de fournisseur coûteux. Un contrat sérieux devrait donc préciser qui maintient les preuves lorsque le modèle, la base documentaire ou la politique d'accès évolue. Sans cette clause, l'entreprise achète une réponse aujourd'hui et hérite demain du coût de son explication. Le test n'est pas de demander si le fournisseur peut changer de modèle. Il faut demander combien de temps l'entreprise mettrait à reconstituer le même contexte avec un autre prestataire qui vérifierait les écarts de comportement et qui assurerait les décisions prises pendant la migration. Plus cette réponse dépend de données, de règles et de gestes métiers dispersés, plus le verrouillage vient de l'intégration plutôt que de l'algorithme. Pour les fournisseurs, la valeur se déplace vers le flux de travail. Un modèle interchangeable peut générer une réponse comparable chez plusieurs acteurs. En revanche, l'intégration qui connaît la règle applicable, le dossier courant et l'autorisation de l'utilisateur enferment une part du processus dans un environnement difficile à remplacer. La concurrence pertinente n'est pas frontale entre modèles. Elle passe par la distribution et par le contrôle du flux de travail. La grille à emporter est simple. Devant chaque sortie qui compte, ne demandez pas seulement « Est-ce que cela paraît juste ?», demandez « Quelle réalité cette phrase représente-t-elle ? Par quelle source ? Sous quelle version ? Avec quel droit d'agir ?» Magritte avait raison de séparer l'objet de son image. Dans l'entreprise, la confiance commence quand on sait où s'arrête la représentation et où commence l'acte. Le prochain agent ne sera pas jugé sur son aplomb. Il sera jugé sur le chemin qu'il laisse derrière lui. Une type pente ne se fume pas. Une réponse d'IA ne devient opérationnelle que lorsque sa preuve, sa source et son mandat tiennent ensemble.